Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Je vais tenter de faire un peu un état des lieux, plutôt l'état de l'évolution, à partir des travaux de Jean-Paul et Sophie, jusqu'à ce qu'on appelle la formation au Sockelkær. Alors j'ai tenté aujourd'hui de donner quelques rappels, donner quelques avancées, et puis surtout ce qu'on pourrait imaginer des bénéfices attendus d'une telle formation. Quand je dis bénéfices attendus, ça veut dire que ces bénéfices ou ces effets restent attendus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore validés, ils ne sont pas encore évalués. Donc ce sont des bénéfices attendus, ce que nous attendons de cette formation. Pour le professionnel, pour le patient, pour l'équipe, et 3 petits points, l'hôpital. Alors, si vous vous souvenez, si vous vous rappelez des résultats de la recherche sur l'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie, eh bien, les résultats sont divisés en 3 parties. Les résultats sont divisés en 3 parties, la partie le patient, la partie le professionnel et la partie l'équipe. D'accord ? J'ai ajouté une 4e partie qui est effectivement l'hôpital en général. Tiens, est-ce que l'hôpital en général pourrait bénéficier, être le bénéficiaire de la formation Sockelkær? Alors certains ici sans doute se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, Sockelkær? Parce qu'ils ne connaissent peut-être pas encore ce terme. En fait, nous avons inventé un terme qui est un peu franco-anglais ou anglo-français. Socle, le socle du prendre soin en psychiatrie. Sockelkær, Kær qui n'est pas opposé à cure, mais qui est envisagé comme étant le lit pour le cure. On pourrait même dire, sans Kær, pas de cure en psychiatrie. Bref, sans prendre soin en psychiatrie, eh bien peut-être pas de cure. Entendu cure comme traitement, acceptation des actes de soins, évolution dans l'acceptation de se soigner du côté du patient, reprendre un peu le pouvoir sur sa propre vie, sur sa propre santé, oserais-je dire, empowerment, en tout cas c'est ce terme un peu bizarroïde qui nous arrive de là-bas, tout là-bas. Depuis 3 ans, depuis 3 ans, plus que 3 ans maintenant, eh bien, nous travaillons, le groupe de coordination des initiatives Sockelkær belge, avec Jean-Paul. Je suis le coordinateur de ce groupe de coordination, et Nathalie Fillon, dont vous avez déjà entendu parler, dont vous avez vu la figure, ou le visage plutôt sur le film ici, eh bien, en est aussi, j'ai envie de dire, le numéro 2. Ce qui nous a intéressé dans le travail de Jean-Paul Lantin, c'est effectivement ceci, et c'est ce dont tout à l'heure j'ai entendu parler par le directeur général adjoint de l'ARS. Il a dit ceci, eh bien, la qualité au cœur du soin. Waouh! Voilà ce que j'ai trouvé en tant que qualiticien, car j'ai été qualiticien pendant 7 ans en hôpital psychiatrique en Belgique. Voilà ce que j'ai trouvé dans la recherche de Jean-Paul Lantin et Sophie Cucriel. C'est-à-dire un moyen d'augmenter, d'améliorer la qualité au cœur du soin. Alors que habituellement, eh bien, nous parlons, ou en tout cas nous sommes envahis de qualité organisationnelle des soins. Hypothèse, en psychiatrie, la qualité organisationnelle ne suffit pas, mais que la qualité au cœur du soin est première. Entendez par là le prendre soin, l'installation et la culture de l'alliance thérapeutique. Jusqu'ici, rien de nouveau, vous savez tout ça. L'important, c'est que Jean-Paul, comme il le dit lui-même, eh bien, a enlevé la couverture, tiré la couverture et mettre un spot sur ce qui se fait dans les pratiques.
Et grâce à cette recherche, il a pu valider des pratiques par une méthode scientifique. Je ne rappelle pas tout ça, vous savez tout ça, je l'espère, enfin beaucoup en tout cas d'ici connaissent cette histoire. Nous avons rapproché assez facilement la prise en soin, le prendre soin, le care, du rôle propre de l'infirmier en psychiatrie. Car on s'est dit tout compte fait, dans notre travail infirmier, quoique je ne suis pas un infirmier, dans notre travail infirmier, eh bien, il y a d'un côté le travail qui est programmé, le travail aussi qui est prescrit, et puis d'un autre côté, le travail que je me dis que je veux faire. Et ça, on a envie de dire, c'est le rôle propre de l'infirmier. Dans son style propre, là-dessus, pas de recette. La recherche de Jean-Paul Lantin ne donne pas de recette sur le comment il conviendrait de faire, puisque chacun a à prendre soin dans son style propre. Pas de recette, pas de livre de recettes. Nous avons publié un petit carnet, qui est le carnet du Social Care, dont on a écoulé 3000 exemplaires jusqu'à présent, en 3 versions. Il nous en reste quelques-uns dans une boîte là-bas, je peux tenter d'écouler le dernier. Qu'est-ce que c'est ce carnet? Ce carnet, il reprend de manière synthétisée tous les résultats de la recherche, les 150 pages de résultats de la recherche de Jean-Paul et Sophie. Alors, que faire avec ce carnet? Que faire avec ces résultats? Il était évident que 150 pages de résultats, ce n'était pas trop accessible. Et c'est pourquoi nous avons voulu faire un carnet dans un langage accessible qui en est maintenant à sa 3e version. Accessibilité accrue grâce à un lexique que vous trouverez à la fin du carnet. Ce carnet est un répertoire. Alors tout à l'heure, j'ai bien aimé aussi ce que a dit Christophe Lejeune, il a parlé d'ingrédients. Et moi je parle régulièrement d'ingrédients dans les formations. Je dis, ben voilà, ce sont des ingrédients. Le petit livret là, c'est pas des recettes, pas de mode d'emploi, ce sont des ingrédients pour pouvoir faire quoi? Et pour diversifier votre prise en soin, pour diversifier vos modes d'approche par rapport aux soignants, pour se questionner par rapport à est-ce que l'équipe elle est bien porteuse de prendre soin pour les patients, ou pour se questionner par rapport à soi-même, tiens, en quoi est-ce que moi je peux aller chercher dans mes ressources propres, personnelles et professionnelles, pour prendre soin du patient. Là-dessus, pas de livre de recettes. Les recettes n'existent pas. L'année passée, 2016, le CRMC vient me trouver, nous étions ici, et me dit, tiens, on pourrait effectivement collaborer ensemble. Et puis, depuis 2016, nous avons construit une formation qui s'appelle la formation Social Care, disons-le comme ça. Nous avons été 12 membres à construire cette formation. Un groupe de 12 membres qui s'est rencontré 4 jours. Il y avait là des tuteurs, il y avait là des cadres de santé, il y avait les membres du CRMC, il y avait des personnes d'IFSI qui travaillent, qui donnent cours en IFSI. Bref, nous avons travaillé pendant 4 jours, 12 membres, à la construction d'une formation. Une formation dont le format est de 2 jours plus 1. Et nous en sommes pour le moment à une phase test. C'est-à-dire que nous avons commencé par donner cette formation à un petit groupe à Sainte-Marie, Clermont, dont les représentants sont ici, à Saint-Cyr, au Cher, Grenoble et à l'EPSF de La Roche-sur-Foron. Voilà. Autre chose, intérêt, d'autres personnes, voire d'autres hôpitaux, se montrent assez intéressés par notre approche.
Bordeaux, Paris, Vauclair, etc., etc. En Belgique, bien entendu, des IFSI font appel à nous. Quand je dis à nous, c'est le coordinateur, je crois moi, coordinateur pour commencer à donner les formations par rapport au prendre soin en psychiatrie, sur base du petit carnet et sur base des résultats de la recherche de Jean-Paul et Sophie. Alors, je passe tout de suite à ce que... Donc, ça, c'était les quelques éléments de repérage pour que tout le monde puisse entrer dans le contexte. Je voudrais vous montrer 5 dias, je ne vais pas être très long, 5 dias, et que j'ai construites suivant une espèce de processus en escalier, vous allez voir, hein, où on pourrait se dire, bah, tiens, ces escaliers sont chaque fois des bénéfices attendus de la formation. La première est relative au professionnel. Qu'est-ce que le professionnel, le participant à la formation, peut attendre comme bénéfice pour lui-même, professionnellement? La deuxième est relative au patient. Qu'est-ce que le patient pourrait attendre de cette formation? Ça veut dire il en aurait aussi des bénéfices, hein, on pourrait dire secondaires, puisque ce n'est pas lui qui participe à la formation, en tout cas pas encore. La troisième est la relative à l'équipe. Qu'est-ce que l'équipe, effectivement, peut attendre de cette formation? La quatrième, elle intègre les 3 voies, le professionnel, le patient, l'équipe, bref, les acteurs du processus de soins, en sachant qu'effectivement, il y a une interaction quotidienne, minute après minute, seconde après seconde, de ces 3 acteurs, hein, du soin que sont le professionnel, le patient et l'équipe. Et enfin, la cinquième, elle est relative, l'IA est relative aux attendus pour l'hôpital psychiatrique dans son ensemble, ou bien dans son organisation, si vous voulez. Alors voilà, donc chaque fois un escalier avec 5 marches. J'ai mis la voie du professionnel. Ben, tiens, qu'est-ce que le professionnel peut attendre de cette formation? Alors vous voyez là au-dessus, ben, chaque fois il y a un grade supplémentaire, j'ai envie de dire, un gradient supplémentaire, un escalier supplémentaire. En rouge, vous avez les méthodes employées à l'intérieur de la formation. Et ici, les résultats attendus. Je préfère les bénéfices, voire les effets attendus de la formation. Nous recevons des soignants qui sont en recherche de direction et de signification relative à leur rôle propre, professionnel propre. On voit pas mal de soignants qui, pour le moment, en tout cas les jeunes, pas mal de jeunes, on a vu tout à l'heure qu'il y a toute une génération de soignants qui quittent les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils sont devenus trop âgés pour y travailler, d'accord? On arrive avec des jeunes et qui sont en recherche de direction et de signification relative à leur rôle propre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je vais faire en dehors, effectivement, des soins qualifiés de formels? En dehors des soins qualifiés de formels, en dehors des soins prescrits, eh bien, je suis ici pourquoi? Si nous mettons à l'intérieur de ces formations les personnes, les participants à l'expérience pour une connaissance réfléchie du contenu, hein, c'est-à-dire les résultats de la recherche et du carnet de Sockelker, on pourrait passer sur un second escalier qui, en fait, ça pourrait permettre de dépasser le manque de repérage dans la clinique du quotidien en s'adossant sur le contenu du Sockelker. Donc ce qu'on promeut, si vous voulez, c'est, tiens, nous avons là les résultats de la recherche de Jean-Paul Langtin, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour tenter de diversifier vos approches de prise en soin, pour tenter de mettre du ciment dans votre prise en soin. Quand je dis ciment, c'est cimenter, lui donner de la force dans votre prise en soin. Pourquoi je dis force et pourquoi je dis ciment? Parce que pour le moment, on a l'impression que pas mal de jeunes qui arrivent ou qui sont là depuis un certain temps sont en train d'un peu vaciller par rapport à ça. Ils ont un manque de repérage dans la prise en soin et que le petit carnet peut leur donner. Si on passe par le fait de commenter des vignettes cliniques, y reconnaître sa pratique et pouvoir la questionner,
alors on pourrait se permettre petit à petit, le participant, d'expérimenter d'autres modalités relationnelles, de singulariser les registres d'approche, de diversifier ces approches. Je suis un peu iconoclaste, mais je rappelle assez régulièrement que lorsque nous allons vers le patient et que nous allons spontanément vers lui, eh bien que très souvent nous sommes dans la répétition. Parce qu'en fait, notre intention, lorsque nous prenons soin de lui, n'est pas très claire, n'est pas assez formulée dans notre esprit. Qu'est-ce que je voudrais faire? À l'intérieur du carnet du Sockelker, qui sont les résultats de la recherche de Jean-Paul et Sophie, eh bien, il y a toutes sortes d'intentions. Par exemple, border un état d'angoisse. Le fait que je me dise que je vais aller vers le patient pour border un état d'angoisse, ça me donne clairement une légitimité par rapport à mon rôle professionnel propre. Le fait de dire que, après coup peut-être, simplement, en réunion d'équipe, on viendra tout à l'heure, en réunion d'équipe, eh bien que j'ai les mots pour formuler ce que je dis dans mon approche du prendre soin, me donne une assise claire et me donne confiance dans mon travail. C'est ce que je mets au quatrième degré, s'exercer à sortir des répétitions et à innover dans son style propre, bref, le diversifier, ce qui va donner l'amélioration de son degré de confiance professionnelle, rapporter, analyser, commenter ses propres expérimentations à l'intérieur du groupe. Donc je vous ai dit que c'était 2 jours plus 1, et nous demandons aux personnes, aux participants, dans le 3e jour, de venir dire, en analyse de pratique professionnelle, eh bien, de rapporter ses propres expérimentations entre les 2 jours et le 3e jour. Bref, pour commenter ses propres expérimentations. Et on voit que, effectivement, petit à petit, en tout cas c'est ce qu'on tente de promouvoir, c'est le bénéfice attendu, c'est que les personnes, les participants, les professionnels pourraient exister dans un métier pourvu de sens. Donc on est parti, si vous voulez, dans « je cherche des significations relatives à mon rôle propre » et on va jusque exister dans un métier qui est pourvu de sens. La voix du patient, je vous ai dit tout à l'heure, oui, le patient il pourrait effectivement avoir un bénéfice par rapport à cette formation. Vous voyez que le care fois care, il augmente chaque fois, de degré en degré, qui augmente comme ça par rapport à la grandeur des lettres. Notre idée est quand même de dire ceci, c'est qu'en psychiatrie, il ne suffit pas d'avoir un care, mais de activer un care fois care, c'est-à-dire un care au carré. Et d'ailleurs, tous les hôpitaux somatiques pourraient effectivement prendre énormément d'intérêt, d'avoir de l'intérêt par rapport à nos pratiques. Pour une fois d'ailleurs que la psychiatrie serait le modèle de quelque chose, elle pourrait l'être dans le care fois care. Je reprends le patient. Le patient, s'il existe du care fois care, il existe ce patient dans un milieu de soins attentifs et fiables. On prend soin de lui. Il est dans un lieu d'adresse d'un remède dispositif singularisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le care dispose pour le soin. C'est un remède qui va le disposer pour le cure. D'accord? Tout simplement ça que ça veut dire. Ça augmente aussi sa possibilité de s'engager, je parle du patient, et de maintenir, de consolider, de renouveler, voire de prendre congé d'une alliance thérapeutique. Le care, ça amène à construire. Le prendre soin, c'est la construction de l'alliance thérapeutique. Eh bien, dans l'alliance thérapeutique, il n'y a pas que le pas du soignant vers le patient, mais aussi le patient vers le soignant. C'est une réciprocité, l'alliance. Ça l'amènera
patient à se sentir reconnu dans sa dignité d'homme, dans ses particularités, puisque petit à petit, le soignant va diversifier son care, ses attentions, ses interventions par rapport au patient. Et enfin, ça pourra augmenter ses capacités de reprendre du pouvoir dans sa propre vie, ce qu'on a appelé tout à l'heure de cet étrange mot empowerment. La voie de l'équipe maintenant. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans les équipes, il y a une mosaïque de degrés d'identification au métier, c'est-à-dire que certains s'identifient extrêmement à leur métier d'infirmier en psychiatrie, d'autres moins, d'autres ont des représentations très diversifiées de notre métier, même à l'intérieur d'une équipe. S'il y a prise de connaissance réfléchie des contenus des résultats de la recherche en soins infirmiers Sockel-Care, il y a une proposition d'un partage d'un langage commun valide. Le carnet, pouvoir parler du carnet, pouvoir prendre le langage qui est à l'intérieur de ce carnet, et va pouvoir effectivement permettre aux soignants de partager un langage commun valide à propos de notre prise en soin, c'est-à-dire de nos interventions du quotidien. De quoi je parle? C'est aller boire une tasse de café avec un patient, c'est ça, s'asseoir à terre avec une patiente qui a un état d'angoisse trop important, c'est peut-être jouer une partie de ping-pong, c'est peut-être fumer une cigarette avec lui, ou en tout cas avoir un moment, tous les moments informels que l'on vit dans la vie du patient, avec le patient. Utiliser un langage commun pour la compréhension clinique en équipe, eh bien c'est peut-être, d'accord, le partage d'une représentation à peu près unifiée du fonctionnement psychique du patient. C'est-à-dire que ça va peut-être nous ouvrir à avoir un langage, une représentation, pardon, à peu près unifiée du fonctionnement psychique du patient. Et on a envie de dire que c'est l'optimum cohérence à l'intérieur d'une équipe, voire à l'intérieur d'un collectif de soins. Si on a commencé à construire une unité de soins en se disant, mais tiens, qu'est-ce qu'on fait ici ensemble, c'est-à-dire se donner un cadre thérapeutique, on commence petit à petit à partager un esprit de soins commun, et petit à petit, on se sent adhérer à cette équipe. Enfin, je suis dans le 3e et le 4e degré, augmentation du sentiment d'appartenance au groupe soignant par ce partage, le partage d'un langage commun et le partage unifié du fonctionnement psychique du patient. Et bref, ce à quoi on pourrait assister dès lors, c'est la création d'un véritable collectif, non seulement d'une équipe, mais un collectif, qui se donne des outils d'équipe, de structuration du travail. Donc c'est le passage de l'équipe au collectif de travail. Et enfin, un autre effet pourrait être ceci, c'est s'engager et s'impliquer au-delà de la seule relation soignante. Ça veut dire s'engager à véritablement construire un cadre de soins et avec le même esprit de soins au niveau de l'unité de soins. Dernier degré, bref, c'est le renforcement de l'identité commune au métier, c'est continuer d'exister en faisant vivre la dispute professionnelle au sein de l'équipe, et c'est le portage psychique de l'unité de soins, organisation, ambiance permanente. C'est-à-dire que je m'engage au-delà de la relation soignant-patient, je m'engage à construire le cadre et l'esprit de soins à l'intérieur de l'équipe. Nous sommes donc allés, je vais avoir terminé, nous sommes donc allés d'un constat d'une mosaïque de degrés d'identification au métier jusqu'au renforcement d'une identité commune au métier. Enfin, je termine. Et l'hôpital là-dedans.
On pourrait se dire, mais tiens, et les directions qui pensent hôpital, qui pensent organisation des soins, mais aussi qui pensent simplement aussi image de l'hôpital à l'intérieur de la société. On pourrait dire que, et bien sûr c'est à valider, qu'il y aurait peut-être une amélioration du bien-être au travail des équipes de soins et de ses membres, et donc une amélioration du magnétisme de l'hôpital. Hein? Vous connaissez ce concept de magnétospital, c'est-à-dire cet hôpital qui attire, qui aimante les soignants. Il y aurait sans doute aussi une amélioration de l'indice de satisfaction des patients. Une adhésion à une assise scientifique validée relative aux pratiques de prise en soin, et ça se dirait, et ce qui se dit est bien fait carte d'identité, carte de visite, de l'établissement. Et enfin, on pourrait imaginer un autre bénéfice, l'amélioration de la cohésion relative à l'esprit de soin au sein de l'hôpital. Bref, il pourrait devenir un projet fédérateur car les soignants, croyez-moi, s'y reconnaissent. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.